Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre au restaurant Boulomme dans le 18e arrondissement de Paris pour rencontrer le chef Julien Duboué. Ça me tenait à cœur de faire un épisode dédié au lien étroit qui unit l'agriculture à la gastronomie. Julien m'a alors semblé le candidat idéal pour parler du sujet. D'origine landaise, ce chef figurant parmi les plus grands noms de la capitale a lancé pas moins de 12 restaurants en 15 ans. Il travaille en étroite collaboration avec les producteurs de son terroir pour produire une cuisine fine, authentique et accessible. Dès que nous sommes rentrés dans son restaurant, on s'est senti comme à la maison. La scène était même un peu surréaliste quand on vit à Paris. Julien était en train de faire une bataille de chocolat avec un collaborateur pendant qu'on discutait rugby et pelote avec son associé. Une douche plus tard pour Julien, nous voilà autour d'un café. On a donc discuté de la relation forte qui unit l'agriculture à la gastronomie, mais aussi de l'impact de ses origines landaises sur son travail et des difficultés qu'il a rencontrées dans son parcours d'entrepreneur. J'ai passé un excellent moment avec Julien, plein de partage, de convivialité et d'authenticité. Sa marque de fabrique finalement. Je vous laisse découvrir ce personnage haut en couleur. Bonne écoute! Bonjour Julien. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton restaurant. Avec plaisir, ça fait du bien de voir du monde en ce moment. Oui, et moi ça fait du bien de rentrer dans ce restaurant parce que Très c'est bien. pas tous les jours qu'on en a l'occasion. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et où c'est qu'on est actuellement ? Alors je suis Julien, effectivement, tu l'as bien dit, Duboué. Je suis cuisinier, devenu restaurateur, devenu un petit peu entrepreneur par la force des choses, puisqu'on en a ouvert quelques-uns. Et on est chez Boulomme, dans le dernier lieu que j'ai ouvert, et le seul d'ailleurs maintenant, puisque j'ai vendu le reste et arrêté à cause de Covid, on va dire. Mais Boulomme, c'est les initiales de boulangerie où l'on mange. Donc c'est une boulangerie-pâtisserie de vin où on produit nos pains avec nos récoltes de blé de population ancienne en bio dans les Landes. Et derrière, on a caché un restaurant de buffet à volonté. Ouais, le lieu est vraiment magnifique, Merci. franchement. Et ça a été quoi le déclic pour toi de devenir chef et de t'investir comme ça dans la cuisine ? Bon, la réponse facile, je vais te dire, c'est parce que j'étais nul à l'école. Mais elle est un petit peu vraie. Le déclic, je pense, tout simplement, c'est d'être né assez un long avec des parents extraordinaires et fou de nourriture, mais sans aller au restaurant. Je suis allé dans mon premier restaurant, je pense que je devais avoir 15 ou 16 ans, parce qu'on n'avait pas trop les moyens d'y aller, mais on recevait 2-3 fois par semaine et tous les week-ends, où on cuisinait les produits que l'on élevait à la maison. Donc voilà comment c'est venu, je pense. Super. Et alors, tu peux nous décrire ton activité aujourd'hui, tes projets, sur quoi tu travailles, c'est quoi ton quotidien ? Mon quotidien, tu l'as un peu vu ce matin, c'est de faire le con à prendre des photos. Des batailles de chocolat. Voilà. Non, mon quotidien, c'est de cuisiner. À la base, je suis cuisinier, donc je continue de cuisiner, je continue de créer des recettes. Ça, c'est une grosse partie que j'adore. Effectivement, qui est facile pour moi parce que je fais ça depuis 25 ans. Donc, mais après, c'est de driver des équipes pour que tout se passe bien. Et le quotidien, c'est d'accueillir des clients et qui se régalent et de les voir partir avec le sourire. C'est surtout ça le plus important. Effectivement, là-dessus se rajoutent plein de projets, plein de collabs, de ceci, cela, de réseaux sociaux, etc. Mais qu'on gère très bien. Heureusement que j'ai Julie qui m'accompagne et qui m'aide énormément là-dedans. Mais voilà un petit peu mon quotidien, quoi. Un peu de sport, beaucoup de famille que je garde énormément. Pas mal de voyages dans le sud et beaucoup l'étranger, pas en ce moment, mais beaucoup de voyages sinon. Enfin voilà. Ok, un peu sport, il paraît que c'est passion pétanque, non, chez Julien Duboué. Moi, je ne sais pas si on peut appeler ça en sport, mais oui, c'est passion pétanque, totalement. Bon, super. Écoute, je te propose qu'on poursuive en discutant un peu plus en détail de ton parcours et ensuite on parlera du lien entre gastronomie et agriculture. Très bien. Alors pour commencer, comment tu t'es construit en tant que chef ? Ça a été quoi ton parcours avant d'avoir tes propres affaires ? Début au lycée hôtelier à Biarritz. Alors j'ai découvert enfin que je pouvais avoir des bonnes notes à l'école. Quand ça nous plaît, c'est différent. Voilà, donc ça a percé. Et puis surtout les premiers stages. Donc dans les Landes, chez Cousseau, les premiers jobs, donc toujours dans les Landes chez Cousseau, mais après j'ai bossé dans une dizaine d'affaires, on va dire, dans les Landes. Et après je suis passé à Paris, donc j'ai fait 4-5 grandes maisons, donc c'est-à-dire des restaurants étoilés,
où j'ai appris la rigueur. J'avais déjà évidemment l'amour de la cuisine, on va dire, du sud-ouest. J'ai appris la rigueur, j'ai appris un peu le luxe, j'ai appris à être restaurateur et pas que cuisiner, donc c'est-à-dire d'accueillir les gens. Ça a duré 15 ans et puis j'ai ouvert mon restaurant en 2007 et j'en ai ouvert une douzaine depuis. Voilà, donc je me suis régalé, je ne regrette rien et je continue à m'amuser. Ouais. C'est impressionnant, tu le dis, 12 restaurants. J'ai vu que tu avais pris pas mal de risques, déjà pour lancer le premier. Ensuite, à chaque fois, tu as revendu tes affaires précédentes, je crois, pour racheter autre chose. Aujourd'hui, tu te considères plus comme entrepreneur ou comme chef ? Non, comme cuisinier encore. Mais les 3 autres métiers que j'évoquais tout à l'heure, de restaurateur qui est très important parce qu'il faut s'occuper de tous les métiers qu'il y a dans un restaurant, et aussi d'entrepreneur parce qu'effectivement on l'est amené aujourd'hui dans une journée à prendre le scooter pour faire 6 rendez-vous, un avec un avocat, un avec un influenceur, un avec un journaliste, un avec mes chefs pour créer la carte, un avec le comptable, un avec... Enfin, c'est barjo, on va parfois prendre 6-7 métiers différents dans la tête en une journée. Et voilà, et ça fatigue un petit peu, mais il y a toujours du plaisir. Je veux bien te croire. Et je voyais que j'ai l'impression qu'il y a un fil conducteur dans tout ce que tu as monté, c'est que dans tous tes projets, il y a 2 valeurs. J'ai l'impression, la convivialité et l'accessibilité, dans le sens où, dans le prix, j'entends, où tu as toujours des offres de tapas ou de sandwich. Ces 2 valeurs qui sont propres à notre terroir, à tous les deux, les Landes. Comment ça t'a aidé d'être landais, de te construire là-dedans ? Est-ce que ça t'a imprégné personnellement et professionnellement ? Mais clairement, le fait d'être né dans les Landes a énormément construit ma carrière. Merci aussi à mes parents qui m'ont éduqué, on va dire, normalement. Donc ça, c'est bien. Et après, il y a le rugby qui m'a énormément apporté pour tout le côté convivial, management, donc d'arriver à gérer des équipes, parce que je n'ai pas appris à faire tout ça. Donc je réalise depuis 10 ou 15 ans que c'est effectivement tout ce que j'ai vécu dans les Landes, au travers du sport, de mes parents, et des amis que j'ai eus qui m'ont construit ma carrière, tout simplement. Championne de France National 2 à Pérorade, quand même. Oui, hein. C'est pas rien, ça. Pas rien. Les amateurs apprécieront. Ton métier, il paraît très épanouissant, mais il paraît très dur aussi de l'extérieur. Le métier de la cuisine, de la gastronomie, avec toute la rigueur et des fois presque l'autorité que ça implique. C'est le cas où tu peux nous en parler un peu ? Bah oui, enfin, moi j'ai commencé quand j'ai voulu faire ça, ma mère m'a déconseillé de faire ce métier, elle voulait pas que j'y aille, que ça allait être dur, que j'allais travailler quand les autres ça allait s'amuser, tout ça. Bon, ça m'a pas découragé, la preuve, j'y suis venu. Effectivement, on a un métier qui nous demande beaucoup d'horaires, beaucoup de temps à passer, mais c'est pour le bonheur des gens. Donc on sauve pas des vies, on n'est pas des magiciens, mais on travaille dur, mais pour donner du bonheur. Et moi, c'est ce que j'explique souvent à mes équipes. C'est pour ça que les cuisines sont ouvertes, comme tu as vu, qu'on mélange, que tous les employés se baladent partout. Tout est ouvert ici. Je veux que les employés voient les clients et je veux que les clients voient mes employés pour qu'ils comprennent en fait que de voir le sourire accroché à la tête d'un client, c'est juste jouissif et ça fait du bien, quoi. Ouais. Et ça m'amène à la question de l'auditeur. C'est Béné qui te demande comment tu crées des nouveaux plats, toi, comment les idées te viennent et comment tu fonctionnes. Et ensuite, une fois que tu les as créés, est-ce qu'aujourd'hui tu cuisines toujours ou est-ce que ça, maintenant, tu l'as délégué ? Alors, j'ai énormément de chance parce que je ne travaille pas pour créer des plats. J'ai ces idées souvent sur le scooter, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, je pense que je suis focalisé à faire autre chose. Personne d'autre me parle, donc j'ai beaucoup d'idées sur le scooter. On va comprendre pourquoi, j'en sais rien. Tu fais des tours de Paris, du coup, des fois. Ouais, mais j'ai tellement de rendez-vous que je suis souvent en scooter, donc ça m'aide pour créer, du coup. Après, je me suis jamais assis dans un bureau avec des livres pour créer un plat, quoi. Donc, tu vois, je peux pas dire que je travaille là-dessus. Ça vient tout seul, et effectivement, j'ai plutôt de bonnes idées, mais on va dire simples et authentiques. Donc ça, c'est cool. Et effectivement, aujourd'hui, lorsque j'ai cette idée, donc je cuisine beaucoup à la maison, pour ma famille, pour les copains, etc. Mais quand je viens ici, je le fais souvent faire donc au chef ou au sous-chef, parce que je veux que ça soit fait à leurs mains et je veux qu'eux participent à la création de ce plat. Et pour moi, ça, c'est très important. Comme ça, eux, ils s'y attachent, ils le font, ils apportent aussi leur petite touche. Et de là, on avance et derrière, on écrit la recette, on la pèse et on la multiplie par 100 et 200 tous les jours. Ok, une affaire qui roule. Voilà. J'aimerais maintenant rentrer avec toi dans le cœur du sujet, qui est le lien entre gastronomie et agriculture. Toi, je crois que tu travailles beaucoup avec des producteurs, notamment du Sud-Ouest. Est-ce que tu peux nous expliquer ta démarche ?
La démarche, une fois de plus, c'est ce que m'ont montré mes parents, quoi. Donc, je suis né dans une petite maison modeste, mais on cultivait et on élevait tout ce qu'on mangeait pratiquement à l'année. Donc caille, poulet, cochon, canard, canard gras, le gavage, le maïs, et tous les fruits et légumes, etc. Donc ce que je dis souvent, c'est que j'ai juste multiplié par 100 ce que j'ai vu chez mes parents pendant ma jeunesse, donc, mais pour mes restaurants. Donc on a effectivement acheté d'autres terres où on cultive quelques légumes et arbres fruitiers. Et après, je suis allé voir des potes à droite, à gauche qui élevaient des vaches, qui avaient des champs d'asperges, qui faisaient des kiwis, comme Jean-Marc que tu as rencontré, mais qui était, tu sais, qu'il était pilier à l'époque où je jouais à Péorade, en première. Ah ouais, donc d'accord. tu vois, en fait, je me suis servi de mon cercle d'amis et des paysans que j'avais autour de moi pour travailler avec eux et utiliser leurs produits, tout simplement. Quand j'entendais les restrictions qu'il y avait sur le lait à l'époque, où les paysans jetaient le lait parce qu'ils ne le vendaient pas assez cher au supermarché, moi j'ai appelé mon pote, je lui dis le jette pas, donne-le à boire à des veaux et moi je t'achète les veaux. Tout le temps des trucs à la con comme ça, et c'est devenu maintenant une habitude où on fait monter 80-90% de la marchandise du sud-ouest, quoi. Ok. Et du coup, quand tu cherches un nouveau producteur sur tel ou tel produit, c'est toujours via ton cercle de connaissances ou des fois tu es amené à élargir? Oui, la plupart du temps, c'est avec le cercle que j'ai déjà. Donc maintenant, ils sont un peu assis à côté de nous, quoi. Ce sont devenus des amis. J'étais déjà mis avec eux pour la plupart, mais les autres sont devenus également des amis. Donc c'est souvent autour des Landes et du Pays Basque, de la région Aquitaine, on va dire. Okay. Mais je ne m'empêche pas d'aller découvrir de nouveaux producteurs en France et dans le monde d'ailleurs. Et d'ailleurs, tu l'as dit un petit peu, tu as ton propre potager qui fournit la majorité de tes fruits et légumes de ton restaurant. Pareil, pourquoi tu aurais pu aller voir un producteur du coin et récupérer les fruits et légumes à ces personnes-là? Pourquoi tu as voulu faire ça spécialement? Ça, c'était un peu l'amour de mes parents qui ont toujours voulu m'aider par rapport à ce que je faisais. Donc là, d'ailleurs, ils font un peu la gueule parce qu'on est en train de réduire la taille de ce potager. Elle ne m'a pas parlé pendant 2 semaines, ma mère, si tu veux tout savoir. Rancunière. Et caractère de Landais, quoi. Mais oui, on est en train un peu de réduire parce que c'est quand même énormément de travail pour mes parents. Mais je vais garder cette activité avec des copains qui vont me produire les fruits et légumes que l'on utilisera dans nos restaurants. Ouais. J'ai l'impression que ça fait partie des choses qui t'animent vraiment, ça, de finalement dans tes assiettes, de mettre en valeur ton terroir et les gens qui travaillent dans les Landes, quoi. C'est hyper important pour nous, mais comme tu as vu ici ou sur les réseaux, on se glorifie pas trop de ça, tu vois. Je veux pas le marquer, on marque pas boulangerie bio, etc. On parle souvent de nos producteurs. La preuve d'ailleurs, ils sont tous en photo en rentrant dans le restaurant, et ça pour moi c'est très important. Mais je communique pas à fond là-dessus parce que pour moi c'est juste quelque chose de normal. C'est que j'ai vécu là-dedans et je reproduis tout simplement quelque chose. Quand on nous parle de mode, de faire attention à nos déchets, de faire attention à la production bio, on me dit t'es dans le mode, t'es dans le mood. Non, en fait, c'est que moi je suis né là-dedans. Ça fait 40 ans que je vis ça. Je l'invente pas. Je reproduis juste ce que je voyais au village, quoi, avec mes parents. Et effectivement, maintenant ça a pris une ampleur puisqu'on sert quelques centaines de couverts par jour, mais j'ai juste reproduit ce que je voyais dans les Landes. J'avais croisé, alors c'est un peu un problème, mais Alain Dutournier dans une ganaderia à Séville, et qui me racontait qu'aujourd'hui il y avait des commis qui arrivaient dans ces restaurants ou des jeunes chefs qui ne connaissaient pas les fermes, qui ne connaissaient pas l'agriculture. Est-ce que ça c'est un vrai problème, et est-ce que pour être un grand chef il faut connaître tout ce milieu-là? Je pense que c'est l'essentiel. Pour moi c'est essentiel à notre métier. On a un métier d'artisan. Il faut qu'on connaisse la base du produit que l'on cuisine. Et derrière, il y a un artisan ou un éleveur ou un paysan qui travaille pour ça. Donc, c'est hyper important. Une fois de plus, c'est pour ça qu'ils sont en photo là. Moi, je veux que mes employés, quand ils passent la commande, ils sachent à quoi ils ressemblent, etc., etc. Moi, je veux beaucoup les voir et on fait des trucs sur les réseaux. Mais bon, c'est pareil, les réseaux, c'est nouveau. Ça fait 40 ans que je fais ça, quoi. Enfin, 20 ans, 25 ans que je fais ça. Les réseaux, c'est nouveau. Mais oui, il faut que les gens prennent conscience du fait que le produit que l'on reçoit et que l'on met dans l'assiette est plus important que ce qu'on va y faire, finalement. Donc oui, l'élevage est très important. Ouais. Et est-ce que le fait que, tu le disais, tu avais des canards, des cochons, de la volaille chez tes parents, aussi le fait de les voir produits, mais aussi de voir qu'ils sont tués à un moment,
j'imagine que ça conduit aussi à un meilleur respect du produit, parce que l'animal, il est mort pour nous, finalement. Il faut bien le cuisiner, bien le mettre en valeur, et pas gaspiller, c'est la moindre des choses qu'on lui doit, non ? Oui, tu as raison là-dessus, mais moi, ça m'a jamais choqué, effectivement, de tuer un produit pour le consommer, puisque c'est la vie, quoi, tout simplement. Donc, que ça soit, mais à ce moment-là, quand on coupe une salade, on va l'entendre crier, quoi. Donc, moi, j'ai pas de problème entre devoir tuer un canard pour le consommer ou arracher une salade pour la consommer. Et c'est tout simplement la vie, en fait. On élève, on cultive pour se nourrir, et il faut que ça continue, quoi. Et justement, dans les fermes, mine de rien, on a tendance de plus en plus à aseptiser les choses. Je pense par exemple tuer le cochon. Avant, moi chez mes grands-parents on le tuait, maintenant c'est plus possible de le tuer à la ferme. Le lait cru aussi en France qui est un peu sur tangent pour des raisons sanitaires. Il y a des grosses mises aux normes aussi, des bâtiments, etc. Est-ce que parfois cette perte d'authenticité un peu dans les fermes, alors qu'il n'est pas toujours le cas parce qu'il y a plein de producteurs qui arrivent toujours à travailler de manière très artisanale, mais est-ce que ça c'est pas un danger pour la gastronomie française ? C'est un danger pour la gastronomie, mais c'est un danger aussi pour nous. Moi, ça me fait du mal de voir ça. C'est pénible. On peut plus utiliser les œufs de chez mes parents. On n'a plus le droit de faire ça. Ah oui. Même les œufs, on ne peut pas utiliser des œufs dans un restaurant, quoi. Mais je trouve ça très dommage. Après, moi, ça m'énerve. Je ne le conçois pas. J'aimerais que nos producteurs puissent travailler et continuent de travailler sérieusement comme ils le font depuis longtemps. Mais évidemment, après, il y a des problèmes sanitaires et des normes sanitaires. Donc, on ne peut pas non plus créer la mort à cause d'un problème sanitaire. Donc, je comprends que l'État fasse des choses pour contrer tout ça. Mais c'est dommage de perdre une partie de notre terroir. Aussi, j'ai le sentiment que quand l'agriculture elle est en danger, la gastronomie le devient aussi. Typiquement, chez nous, on a été très frappés par la grippe aviaire. Là, en ce moment, c'est très compliqué de trouver du foie frais ou des magrets. Et là, on voit bien le lien, que finalement, l'agriculture nourrit la gastronomie, quoi. Clairement, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. On a plus besoin de produits que d'employés pour cuisiner des produits. Si on n'a pas de produits, on n'aura plus de restaurants et plus d'employés pour cuisiner. On ne va pas faire venir des poulets de batterie. Moi, si un jour on en vient à ça, j'arrête. Je ne fais plus à manger, tout simplement. Même aujourd'hui, où on est en train de se réinventer depuis un an dans la cuisine, on vend beaucoup moins cher nos plats emportés, mais j'ai continué à travailler avec mes producteurs. C'est hors de question d'aller acheter moins cher à droite ou à gauche parce qu'on vend un peu moins cher et c'est de la vente à emporter. Il faut que ça soit bon, il faut qu'il y ait une histoire derrière. Et quand je dis une histoire, c'est un réel lien avec un producteur, un éleveur, un paysan, tout simplement, quoi. D'ailleurs, avec le Covid, on a vu que c'est dans le sens inverse aussi. Les restaurateurs ont été très en difficulté et derrière les producteurs aussi, parce qu'ils n'ont plus eu aucun débouché. Bien sûr. Donc, on a tout fait pour essayer de les aider, continuer à les aider, parce que même nous, d'ouvrir et de faire de la nourriture en barquette, c'est pas une grande joie. On cuisine, oui, mais de dresser dans une barquette et de ne plus avoir de lien avec la clientèle qui l'achète derrière un plexiglas, c'est pas fun. Mais si on arrête de le faire et qu'on prend juste les aides, nos producteurs vendront rien. Donc c'est une problématique à laquelle il faut faire attention. Et nous, on a fait attention à la respecter pour que nos producteurs travaillent encore avec nous, quoi. Et d'un point de vue de consommateur, des fois c'est un peu opaque. D'où viennent les produits, parce que l'origine des produits n'est pas toujours affichée dans les restaurants. Pour la viande, je crois que c'est obligatoire maintenant. Dans les restaurants, dans la restauration. Oui, exactement. Et comment le consommateur il peut s'y retrouver dans tout ça? Parce que je voyais que la restauration était notamment le plus gros importateur, par exemple, de volaille qui vient du Brésil. C'est quand même. Alors il y a surtout la restauration collective aussi, etc. Donc je mets je nuance ce que je dis. Mais comment on peut faire nous en tant que consommateur pour s'y retrouver? Tout dépend, c'est ça, après on est obligé de parler d'argent, quoi. Tout dépend du prix que l'on veut mettre, mais effectivement, aujourd'hui, il vaut mieux aller manger si j'en parle de Paris, dans un petit bistrot où on sait que le chef va faire attention aux produits et aux producteurs, que dans une brasserie d'angle destinée à des touristes qui ne fait pas bien son travail. Alors, c'est pas gentil ce que je dis, mais malheureusement, c'est un peu ce qui se passe à Paris.
Et moi, ça me rend fou. Oui, quand dans ces brasseries, ils achètent toute la bouffe sous vide et déjà pré-cuite, ils ne savent pas du tout quels produits ils utilisent et d'où il vient et par qui il est cuisiné encore moins, parce que c'est des produits Indus et qui sont achetés très loin de la France, à mon avis. Donc ça me fait mal au cœur, c'est pénible. Mais bon, je ne suis pas en train de faire de la promo pour les bistrotiers, pour les petits. Parce que déjà, voilà, c'est sûr, dans un restaurant gastronomique, on sait qu'on va manger des bons produits, entre guillemets. Mais nous, on a un prix hyper abordable dans nos restaurants comparé à des brasseries qui font du caca, comme j'aime bien dire en ce moment, là, avec n'importe quel produit acheté dans le monde entier, et c'est ridicule. Mais bon, c'est dur de dire ça. Je vais peut-être pas me faire trop de copains. Mais tu le dis sur ton compte Instagram, non? Je t'ai vu employer le mot caca plusieurs fois. Oui, mais ça, c'était plus sur le pain, les origines du blé, etc. Là, tu vois, je suis en train de bâcher un peu des restaurateurs. Mais ma foi, ça m'énerve. Donc oui, ça m'arrive de le dire, quoi. Mais même d'un point de vue nutritif, tu prenais l'exemple de la baguette. Pour avoir la dernière fois été voir un boulanger qui faisait du pain bio, etc., dans les règles de l'art. La baguette, elle tient 3 jours. C'est ça. Et 2, elle est beaucoup plus nutritive. Ouais, et la chocolatine, même comme au ici, combat. Là, je vais en faire une sur le flan. C'est pareil, le flan parisien, qui est l'un des desserts le plus acheté dans une boulangerie, mais qui aujourd'hui est fait avec de l'eau et de la poudre par 90% des boulangeries parisiennes. Ça me rend fou. Parce qu'à la base, on doit cuisiner cette crème avec au lieu de mettre on peut citer des marques, on s'en fout, de la maïzena ou de la poudre de merde dedans. Nous, on utilise, tu vois, la vraie farine de maïs de chez Yonne au Pays Basque en bio, et on étale la pâte dans de la polenta de maïs. Évidemment que c'est meilleur, et on le vend pas beaucoup plus cher que un flan plein de poudre qui arrive de l'autre bout du monde, quoi. Donc vu que cette première vidéo a été virale, je vais en faire d'autres. Et justement, est-ce que c'est pour ça que tu as lancé la boulangerie Boulam? Parce qu'il y a un gros courant de l'industrialisation des boulangeries, avec de plus en plus de grands groupes au final qui ouvrent des franchises. C'est ce créneau-là que tu as voulu prendre un peu, d'aller à contre-courant? Le créneau, l'idée, elle est venue tout simplement en voulant faire à manger dans les fours à pain, parce qu'au village, tu sais, nos grands-parents, moi, il y avait ça. Tu vois, on allait à la messe, on déposait les grosses pièces, puisqu'on recevait 15 personnes, on déposait la grosse pièce à cuire, et on la récupérait après et on allait manger, quoi. Donc l'idée, c'était ça. Mais effectivement, j'allais pas ouvrir une boulangerie en allant à l'encontre de ce que je fais sur mes terres pour les légumes. Donc en gros, j'ai voulu faire la même chose, tout simplement. J'ai voulu planter du blé bio, population ancienne, avec des copains paysans, et produire notre blé pour fabriquer notre pain, quoi. L'idée, évidemment, je ne pouvais pas faire autrement. Après, je ne savais pas que c'était la grande mode, parce que ça remonte quand même. Ce projet, 2 ans avant, je travaillais déjà dessus. Parce qu'il fallait planter, il fallait trouver la population, il fallait la cultiver, il fallait la concasser, faire des essais, etc., etc. Donc oui, c'est un gros travail, mais limite, c'était un travail agronome. Et que moi je ne connaissais pas. D'ailleurs, j'ai fait des grosses conneries, parce que j'ai fait des échanges, j'ai acheté des populations anciennes de blé, j'avais pas le droit de planter ça à l'époque. J'ai fait planter ça à mes potes, ils auraient pu aller en prison avec moi. Ça aurait été dommage. Mais je m'en fous, en fait, je l'ai fait quand même parce que je voyais faire ça chez mes grands-parents, où ils s'échangeaient des graines, et puis moi j'ai fait ça, comme je dis tout le temps, 100 fois plus grand, c'est tout. Voilà. En détente. Voilà comment c'est venu, quoi. Mais oui, je pense que et c'est devenu fort derrière, parce que maintenant c'est très bien de faire du bio authentique. Bon, moi tu me vois, je suis plutôt quelqu'un d'authentique. En fait, je ne peux pas changer ça. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On m'a fait comme ça, donc je continue à avancer comme ça professionnellement et même dans ma vie, quoi. Et t'as pas eu peur quand t'as lancé parce qu'il y a l'espace boulangerie, on rentre, on le traverse, et après on arrive dans l'espace restaurant. Ce mélange des genres, c'était un peu risqué, non? C'était très risqué. Ce restaurant, en fait, c'est pas comme si je dupliquais un restaurant qui marche. J'ai eu beaucoup de propositions pour le faire pour mes anciens. J'ai jamais voulu, parce que j'avais toujours d'autres idées pour faire des nouveaux lieux. Ici, effectivement, ça n'existe nulle part en France, dans le monde, etc. Et donc, on est mal placé physiquement dans Paris. 18e arrondissement, un peu à l'extérieur. Un peu à l'extérieur. On est mal situé en façade, puisqu'on a une façade de 4 mètres carrés, alors qu'il y a 500 mètres carrés derrière. Oui, j'avoue que c'est la surprise d'ailleurs quand on rentre, ça c'est fait ça. partie mais du c'est truc cool, un peu cool, ouais. Donc il y avait beaucoup de points négatifs pour le. C'était un concept tout neuf, un nom qui veut rien dire.
pour les personnes qui le lisent. D'ailleurs, c'est l'acronyme de boulangerie où l'on mange. Mais ça m'a poussé dans une nuit. Quand j'ai dit ça à ma femme et à mes potes, ils m'ont fait un. J'ai dit bon, ça serait peut-être pas ça, mais si, ça sera ça. Vous me faites chier, je l'appellerai comme ça. Et puis voilà, c'est resté. Donc il n'y avait pas beaucoup de traceurs de réussite là-dedans. Mais déjà, je me bats pour tout ce que je fais. Et je savais qu'il y avait quelque chose de vrai là derrière. Devant la boulangerie, sur le pain, les viennoiseries avec les paysans, les farines, etc. Le restaurant, j'étais un peu plus à l'aise, je sais faire à manger, mais bon, c'était un truc de buffet. Je sais faire à manger. Oui, ça va. Non, mais c'est vrai. C'est le 12e que j'ouvre, donc je sais faire à manger, ça s'est bien passé. Mais sauf que là, c'était un buffet, donc j'avais jamais fait non plus. Donc il fallait que les gens s'asseyent les uns à côté des autres, ils ne se connaissent pas. Donc sur cette table, si tu veux, tu avais 3 familles qui mangeaient. Ils ne se connaissent pas, les gens. Et en plus, il faut qu'ils se lèvent pour aller se servir. Donc bon, si tu veux... Mais je sais pas, j'avais ça en tête et on a galéré. Hein. C'est l'affaire où j'ai le plus souffert, on va dire, mentalement et physiquement et financièrement. Parce qu'on a eu un gros problème de travaux avec un archi qui m'a coûté 200 000. On a eu un refus de la BPI de 200 000. Donc j'ai démarré l'affaire avec moins de 400 000 euros. Donc autant te dire que même si j'avais encore Anost, donc j'avais pas vendu la grosse, donc j'avais vendu d'autres, mais tout l'argent était dans Anost. Ça a été très compliqué financièrement. Les premiers mois, on bossait pas, vu que c'était loin de tout. Les gens se déplaçaient pas forcément. Donc on a ouvert en avril, on a morflé jusqu'à la fin de l'été. Moi j'étais très très mal, physiquement, financièrement. Et puis on est revenu en septembre, puis j'ai remis les bouchées doubles, que ça soit avec la presse, ceci, cela. Et puis moi, tu sais, on fait tout à l'arrache, nous ici. J'ai pas d'attaché presse, j'ai pas d'attaché de com, j'ai pas d'avocat, j'ai pas de juriste, on fait tout nous-mêmes. Donc, et ben voilà, on a rebossé comme des chiens et puis ça marchait. Ça a explosé, enfin ça a commencé à exploser en septembre. Et après, ça a été grandiose. On a fait une deuxième année ici exceptionnelle. On a atteint déjà la deuxième année, même la première année, de toute façon, on a été bénéfique, ce qui est très rare dans une ouverture d'affaires. Mais on ne savait pas, tu vois, il faut attendre un an, les bilans, et la deuxième année a été exceptionnelle. On est arrivé à ce que je voulais. Mais en 2 ans, c'est invraisemblable. Ouais, tant mieux, félicitations. Et est-ce que c'est le fait que ça a été si dur qui t'a poussé notamment à vendre Anost parce que ça faisait trop à gérer et maintenant tu as envie d'être un peu plus tranquille ou... Alors ça n'a pas été dur, on va dire, mentalement là-dessus, mais après oui, effectivement, ça a été une année où on a ouvert beaucoup de projets, on avait 6 restaurants en même temps. On est monté à 120 employés. Donc oui, ça par contre, ça a été l'un des seuls petits points négatifs que j'ai eu sur les 20 ans de restauration, 25 ans de restauration, c'était à gérer ces 120 employés. Effectivement, j'ai été déçu, j'étais déçu par des personnes, donc j'ai réduit la voilure, quoi. C'est dur le management des fois. Ouais, c'est vrai. Jusqu'à... je sais pas de nombre à donner, mais oui, là j'ai eu trop de déceptions en 6 mois en fait. Et du coup, on a réduit la voilure, mais bon, ça s'est fait un peu par hasard. C'est parce que j'ai eu une proposition par Anost, j'étais même pas vendeur, donc j'ai eu une proposition et voilà. Et après, ça s'est fait très vite. Et tant mieux. Et une fois de plus, moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie professionnelle. Je le dis tout le temps. J'ai travaillé pour la cultiver, comme on me dit souvent, et je trouve très bien cette deuxième phrase après le mot chance. Donc j'ai énormément travaillé pour la cultiver, mais oui, j'ai de la chance là d'avoir vendu Anost juste avant le Covid. C'est inespéré, quoi. Ouais, bon timing. Ouais. Le Boulogne, c'était un projet hyper ambitieux. Tu as tout le temps besoin d'innover, de te remettre en question. Tu as la bougeotte, non ? Moi, j'arrive pas à le dire en fait. C'est parce que je suis comme ça. Je sais pas si j'ai la bougeotte. Ouais, j'ai un peu la bougeotte parce que j'ai quand même acheté, vendu des affaires plutôt rapidement, contrairement à mes collègues, on va dire cuisiniers parisiens et encore plus du Sud-Ouest. Mais pourquoi ? Parce que je voulais faire plus grand à chaque fois et nouveau et comme je dis tout le temps, je me recoupe les couilles et je le remets sur la table, quoi. Et pas le choix. Et parce que moi, j'ai personne derrière, j'ai pas d'investisseurs. Mes parents, ils m'ont aidé physiquement, mais pas financièrement. C'était pas possible. Donc, voilà, je repars sur un nouveau challenge, quoi. Mais maintenant, je vieillis et peut-être que c'est la première fois, je pense que ça va arriver puisque je l'ai en tête et on a plutôt avancé sur le truc, mais donc tu vois, c'est la première personne à qui j'en parle avec un micro devant, on va dire, mais on va ouvrir d'autres boulots. D'accord. Ouais.
À Paris Ouais, commencer par Paris, mais je vais enfin peut-être réussir à descendre dans le sud-ouest avec toutes les demandes que l'on a à chaque fois pour tous les restaurants. Mais oui, aujourd'hui c'est une envie. Au début j'avais très peur à cause des employés, tu vois, de tenir à distance, mais aujourd'hui ça va être réalisable. J'ai un gros rendez-vous tout à l'heure pour peut-être me faire accompagner pour arriver à gérer plus d'employés, on va dire. Super, mais c'était une des questions qu'un des auditeurs m'avait posée. Est-ce qu'il va ouvrir un Boulogne dans les Landes? Imagine, toi, on te l'a posé sur les réseaux. Alors, imagine-moi combien de fois par jour on me la demande. J'imagine. C'est sûr que ça sera très attendu. Tu as toutes les chances de réussir. Je pense que ça fonctionnera, mais de gérer une affaire à 800 km, c'est dur. Déjà, à Paris, à 2 km, de prendre ton scooter, ça va. Mais c'est quand même dur de ne pas y être tout le temps dedans. De la gérer à 800 km, c'est compliqué. Mais je pense que Boulogne, on a réussi à faire un modèle 1 aussi économique et plus facile à multiplier. Et puis voilà, il y a une grosse authenticité sur cette affaire et je pense qu'il faut le faire découvrir à d'autres personnes. Quoi. Ça serait dans quelle ville Je sais pas. J'ai pas encore visité dans le sud-ouest. À Paris, oui, on a visité des lieux, mais pas en province. Parce que... Bon, en tout cas, ça te fera une excuse pour redescendre plus souvent dans les Landes. Et elle me va bien. Faudra y aller pour le boulot maintenant. Elle me va bien. Et je vais passer à la minute économie du podcast que je fais toujours. Tu disais dans le Figaro, un bon cuisinier doit savoir trouver des produits de qualité et le vendre au prix juste pour gagner sa vie, mais aussi faire vivre les producteurs. On en a un petit peu parlé, mais ça, c'est essentiel pour toi. C'est une de tes missions aussi d'assurer de participer à assurer un bon niveau de vie aux producteurs avec qui tu travailles. Alors déjà, je vais parler pour le restaurateur. C'est essentiel aujourd'hui de s'amuser, de faire à manger, mais de gagner sa vie. Si à la fin de l'année, on se retrouve sans rien, qu'on ne peut pas faire vivre notre famille et qu'on a eu la gloire et qu'on a eu des articles de partout, dans tout Paris, dans la France, etc. Mais si à la fin de l'année, tu ne peux pas te payer et faire vivre ta famille, c'est dramatique, je trouve. Donc oui, aujourd'hui, on est obligé d'être un peu gestionnaire. Donc il faut faire attention à ce que l'on achète et à ce que l'on vend, tout simplement, et de rendre les gens heureux, mais soi aussi. Il faut qu'on participe à ça et il faut qu'on soit bien. Donc, pour moi, c'est important de gagner sa croûte avec le métier avec notre passion. Parce que moi, c'est facile à dire. Nous, c'est une passion, donc on ne compte pas les heures, on est là tout le temps. Mais c'est important de gagner sa croûte avec, quoi. Et effectivement, pour le producteur, c'est important. Mais quand je parle encore sur le blé, mais tu vois, avec Eric, je lui dis, voilà, on va. Voir Eric, Ouais, il faut que tu ailles voir Eric. C'est vraiment un super personnage. Et c'est un mec qui se bouge. Tu vois, il a repris la ferme de ses parents. Ils font beaucoup de canards, ils font plus de vaches. Beaucoup de canards gras et de gavage, et il a beaucoup de terre avec des céréales évidemment, mais il a repris la ferme de ses parents. Il s'est battu pendant 10 ans pour passer en bio, et eux ne voulaient pas, ils ne comprenaient pas. Ils lui disaient qu'il allait perdre de l'argent, qu'il allait couler la ferme familiale, etc., etc. Donc il s'est déjà battu avec ses parents pendant 10 ans, et derrière il s'est battu il s'est battu pour faire vivre sa ferme, pour aller vendre ses produits, et il cultivait des céréales pour la cosmétique, beaucoup, tu sais, comme ça se fait pour des grosses marques de cosmétiques. Et je lui dis, mais plante-moi mon blé, on va avancer ensemble. Et il y a cru, quoi, cet enfoiré, et en l'espace de 2 ans, il y a cru, il a été magique. La population, il y avait 27 blés, on en a perdu presque une dizaine, un changement de terroir. Pourtant, tu vois, c'était pas loin, c'était Pau. Mais il allait à Périgueux, il a acheté 200 blés différents qu'il a plantés à Saint-Lon pour voir lesquels allaient s'adapter à notre sol. Mais c'est magique de participer à ça. Et la personne qui m'a, je pense qu'il faut toujours que j'en parle, c'est la personne qui m'a poussé à faire ça sur le blé, c'est Yon Arlouché au Pays Basque qui fait ça sur le maïs. On ne va pas se tromper sur son origine, Yon Arlouché. Ouais, voilà. Mais lui, il faut que tu ailles le voir aussi parce qu'il est extraordinaire. Tu vois, il explique tous ces champs en jachère, les vaches, remettre des haies entre les champs pour que les oiseaux reviennent, qu'il y ait des échanges. Enfin, il m'a passionné, ce Yon, ce mec que j'adore, et c'est celui qui nous fait donc la farine et la polenta de maïs. Okay. Donc l'idée elle est venue un peu de là. Et je me suis perdu pour répondre à ta question, c'est t'inquiète ça? Pas. Oui, non, c'était très bien, c'était hyper intéressant. Ma question, c'était est-ce que c'était essentiel pour toi d'assurer le revenu? Tu y as répondu. Et comment tu négocies avec les producteurs le prix de la marchandise? Franchement, on va dire avec tous les petits, au début, je négocie pas. Je veux qu'ils me donnent un prix dans lequel ils se retrouvent. Évidemment, si j'achète 100 kilos de farine, et jusqu'à 1 tonne, je ne vais pas négocier. Après, si on passe à 30 tonnes à l'année, tu vois, que je leur ai présenté 10 autres potes,
il faut que ça soit bénéfique. Je reste quand même un couillon de restaurateur qui va encore plus gagner. Mais je dis ça parce que ça me représente bien et je le fais beaucoup et tout le monde sait que je suis un peu dur en affaires, mais avec les producteurs, c'est très rare. Très, très rare. Mais je le dis, tu vois, quand même, parce que je l'avoue, parce que c'est ce que je fais beaucoup avec des fournisseurs, on va dire parisiens, mais avec tous les producteurs, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui puissent le dire. Mais je le dis quand même. C'était chouchou. Ouais. Et pour finir l'interview, j'aimerais parler avec toi de l'avenir un peu de la gastronomie. Il y a des courants de consommation qui apparaissent, notamment avec le véganisme, qui reste un mouvement de niche, mais qui existe et qui à Paris, en plus, est assez présent. Est-ce que pour toi... il y a une remise en cause finalement de la manière de travailler de toi, mais aussi des producteurs qu'il y a derrière. Et est-ce que toi, sur le public, chez toi, tu le ressens ça ? Alors, dans le restaurant, ici, tu as vu, c'est un truc un peu authentique, bruyant, buffet, donc tu sais que tu vas t'en mettre plein la panse. On a, je pense, je sais pas te dire un pourcentage, mais je pense quand même 2 à 3 ou peut-être 5% de la clientèle qui fait attention aux légumes, enfin qui veut essentiellement manger du légume. Mais nous, on a un pôle, tu vois, tout le buffet chaud devant la cuisine. À gauche, c'est que des légumes. Mais de toute façon, c'est nos garnitures pour nos plats. Et puis en plus de ça, au moins, la personne qui veut manger que des légumes, il mange que des légumes. Et puis franchement, même moi dans la vie, en fait, le soir, je suis plus capable de manger une côte de bœuf, quoi. Je dors pas, je me réveille à 4 heures. Non, mais c'est vrai. Donc, je mange une soupe. Bon, pas qu'une soupe, mais je mange beaucoup plus de légumes le soir, mais clairement. Et puis, bon, je fais un petit peu attention. Moi, je bouffe tout le temps, tu vois. Enfin, tout le monde me dit, mais comment tu fais sur les réseaux? Tu bouffes tout le temps. Mais oui, parce que je bouffe, parce que c'est mon métier. Il faut que je goûte, etc. Mais après, je fais attention aussi. Donc, voilà, le soir, ça m'arrive, franchement... on va dire 5 soirs dans la semaine, je mange des légumes, mais par envie, et parce que c'est bien, et parce que je sais que je suis mieux, en fait, pour dormir. Tu es en train de me regarder comme un vieux, là, non? Non. J'ai voulu te faire la blague pour rien te cacher. Mais tu si peux. la côte de bœuf, c'était plus l'âge. mais en fait, je raconte ce que je vis, mais c'est vrai, en plus. Donc, je comprends, mais c'est pas, moi, c'est pas, je veux pas devenir vegan, ou je pense pas. Mais pour te dire, même professionnellement, j'y travaille. Et pour te dire, hier soir, j'étais en rendez-vous avec des copains qui ont une grosse chaîne de café en France qui s'appelle Columbus Café, de toute façon on peut dire la marque, et ce sont des amis. Et ils lancent une chaîne de restaurants, il y en a déjà 7, ils vont en ouvrir une dizaine, de restaurants vegan. Et ils veulent que je leur signe des recettes. Donc je leur dis franchement, c'est des potes, mais je leur dis franchement, je lui dis, mais vous êtes sûr, Julien Duboué sur 2 recettes dans un restaurant vegan, il m'a dit oui, mais en fait on veut prouver ça, en fait on veut raconter, et c'est ce que je viens de raconter, que nous aussi parfois on fait attention, que ça fait du bien, quand tu fais attention, quand on ne peut pas faire de sport en ce moment puisque les salles sont fermées, on ne peut pas bouffer comme des gorées comme on bouffait avant. Enfin moi, je parle pour moi parce que moi je grossis. À la base j'avais 22 kilos de plus quand je jouais au rugby, donc... Et donc, voilà, j'explique ça et je dis, en fait, oui, c'est cohérent avec eux. On a goûté plein de trucs hier et on peut faire plein de trucs de sympa. Donc, moi, oui, de signer un bol. Et en fait, mon éthique, elle va être la même. Parce que qu'est-ce que je vais mettre dans ce bol? Je vais mettre le boulgour de chez Yon. Donc, une fois de plus, tu vois, il va vendre 1 tonne de plus et peut-être 5 tonnes de plus de boulgour dans l'année. Donc, ce qui est important, c'est de travailler avec des producteurs, que ce soit un producteur de canard, de poulet, ou de maïs ou de blé, moi le job il est fait en fait. Donc évidemment je vais pas mettre des tomates en hiver, je vais pas mettre des avocats etc. qui viennent de l'autre bout du monde, je vais essayer d'éviter tout ça, mais je vais construire un bol et un burger avec eux, avec des produits super sympas quoi. Ouais. Mais est-ce que quand même ça te met pas en porte-à-faux cette mouvance vegan avec les éleveurs avec qui tu travailles, de canards, de cochons, de vaches, est-ce que pour toi tout est conciliable en fait? Pour moi tout est conciliable. Moi, je vais continuer de faire mon métier comme je l'aime. Je dis pas que je m'adapte à toutes les modes. Je suis pas trop comme ça parce que je suis un peu bourrin du Sud-Ouest, authentique, avec de la cuisine plutôt classique, même avec des épices, tout ça, mais c'est plutôt classique tout ce que l'on fait. Mais de suivre le truc et de, en fait, le mec s'il fait la gueule parce que je fais un bol vegan, mais c'est qu'il a rien compris. Enfin, c'est qu'il est bête. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, parce que je vais mettre en avant d'autres producteurs que lui.
Donc il n'y a pas que l'éleveur de canards qui compte en France ou dans le sud-ouest, etc. Je vais travailler avec lui, je vais faire un risotto avec le blé de Eric, je vais faire des trucs, je vais m'amuser. Moi je m'amuse autant à cuisiner les légumes qu'un poulet ou une viande. Je pense que je mange plus de protéines que des légumes, mais je m'amuse aussi à cuisiner des légumes, quoi. J'aimerais avoir ton avis sur l'agriculture. Elle est souvent décriée médiatiquement ou sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu trouves que le monde de la gastronomie soutient suffisamment le monde de l'agriculture? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites ou est-ce que vous pouviez mieux faire? On peut toujours mieux faire, mais dans tout. On peut mieux faire dans un restaurant, on peut mieux faire dans la vie, on peut mieux faire dans un couple, on peut mieux faire dans l'agriculture, évidemment. On peut toujours mieux faire. Quand moi je te dis qu'on fait monter 80% de produits de petits producteurs, on pourrait faire 100. Mais il y a un moment, c'est dur de faire mieux. Nous, je pense qu'on fait déjà beaucoup ici. Après, oui, moi je pense que quand je parle de restaurateurs qui achètent du caca qui vient de l'autre bout du monde, ça me fait chier. Donc, mais comment leur taper sur les doigts? Comment bon, je ne vais peut-être pas aller plus loin parce que je vais m'énerver. mais je peux répondre un peu plus. Il faut mieux faire, mais il faut que l'État s'engage à aider. Donc, plus les producteurs, ça c'est clair, en arrêtant, je pense, l'arrivée de graines de l'étranger hybrides et remplies et qui nécessitent des engrais, des pesticides, etc. Donc, oui, il faut aider. Et, il faut que l'État arrive à aider plus le producteur. Et nous, on n'a pas besoin d'être aidés, c'est à nous de faire plus. C'est à nous d'acheter mieux, en fait. Très bien. Écoute, je vais passer à mes questions de fin que je pose à chaque fois. Ma première, c'est qu'est-ce qui te rend fier à toi de travailler pour la gastronomie française et de valoriser les produits des producteurs? Je suis fier que le producteur soit mis en avant, plus connu et vende plus, qu'il gagne plus sa croûte, quoi. Ça me va, ça, en fait. Et nous, non, moi, oui, tu vois, j'ai du mal à le dire, mais aujourd'hui, il faut le dire. On peut être fier de ce que l'on fait. On a des restaurants qui fonctionnent, donc ça va. Pierre Taïsa, il m'a dit comme ça, il me dit, j'aime pas le mot fier, je préfère dire heureux. Ouais. Je suis heureux. C'est vrai que c'est dur de se jeter. Pour moi, c'est presque un compliment, donc de s'auto-congratuler, c'est un peu bizarre, mais j'arrive plus à le dire maintenant, tu vois. Il y a 5 ans, j'étais incapable. Mais il faut qu'on arrive à se le dire. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu pourrais nous donner un truc qui nous permettrait d'étaler notre science au prochain repas entre amis? De donner le pourcentage de la part de marché du bio en France chaque année en plus. Ouais, c'est super. Pas mal ça, non? Ouais, très bien. On t'écoute. Je sais pas. Une quinzaine de pourcents. Ouais. Une quinzaine de pourcents, et je pense que ça, c'est très bien. Et ça, c'est une bonne chose, et la preuve que les choses changent et que les gens font de plus en plus attention. Et ça va aider les agriculteurs. Super. Et ma dernière question, c'est où c'est qu'on peut te contacter ou suivre ton actualité? Tu sais maintenant, comme tous les jeunes, sur les réseaux sociaux, sur Insta. Sur Instagram. Oui. Et j'ai pas fait TikTok encore, tu vois, j'en ai fait qu'un. Il va falloir se lancer. Mais je sais pas danser. Au chocolat, t'aurais cartonné. Oui, ça c'est vrai. Mais je sais pas danser, et je sais pas bouger, et je sais pas chanter. Donc pour TikTok, il faut être plus jeune. Mais non, mais ouais, aujourd'hui, Insta, quoi. Insta, c'est notre site internet. Même les gens qui, je sais pas comment on dit, qui me suivent pas, ou les messages cachés là, mais j'arrive à aller dessus, tu vois, tous les 2 ou 3 jours. Mais sauf que il y en a beaucoup, donc c'est toi qui tiens l'Instagram? Ouais, le mien perso, je le gère tout seul, et après Julie s'occupe des restaurants. Super, très bien. Bon, écoute, merci beaucoup pour ton accueil. On s'est senti comme à la maison, c'était super. À bientôt, Julien. Ciao, salut. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.